Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bonjour à tous, dans Dessin de Femmes, nous donnons la parole à des personnalités inspirantes pour explorer leur parcours, leurs valeurs et les figures féminines qui ont marqué leur vie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un chef cuisinier très connu sur les réseaux sociaux. C'est aussi un animateur, un entrepreneur passionné, Grégory Cohen. Grégory, bonjour. Merci à vous d'accepter notre invitation dans Destin de Femmes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par votre petite enfance et que vous m'expliquiez ce qu'il y avait dans votre cuisine, dans la cuisine de votre mère. Alors la cuisine de ma mère, c'était une cuisine familiale évidemment, très familiale. Dans la cuisine de ma mère, il y avait ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, il y avait mes tantes, c'était fou. Donc mon arrière-grand-mère s'appelait Mémé Camille. C'était un tout petit personnage, toute petite. Dans la famille, toutes les femmes sont très très petites. Bon, les mecs sont pas tellement plus grands non plus. Mais du coup, il y avait énormément de partage. C'était des tables de 20 personnes minimum. Et on mangeait autant de la cuisine, algéroise que de la cuisine française. Ma mère, son plat préféré, c'était le lapin à la moutarde. Ah ouais? Donc j'avais le droit du lapin à la moutarde et je faisais le grand écart avec le couscous au beurre et aux fèves. Alors justement, est-ce qu'il y a des plats qui vous ont inspiré et que vous continuez à offrir aujourd'hui dans votre carte? Ouais, le plat qu'on adorait, donc très cuisine très très française, c'était le pot-au-feu. Alors le pot-au-feu, c'était... Alors la recette, donnez-la nous. Plat du dimanche, c'est très long le pot-au-feu, ah ouais, mais c'est tellement bon. C'est du jarret, de la macreuse, de la joue, c'est la viande qui a beaucoup de collagène. Donc c'est une viande qu'on va d'abord saisir très très rapidement. Ensuite on fait un bouillon, on les laisse cuire à court bouillon pendant 4 heures, 5 heures. Donc toutes les fibres vont se casser, la viande va être super tendre. Puis on va rajouter les légumes avec un ordre précis, sachant que la carotte cuit beaucoup plus vite que par exemple le poireau. Et puis on va laisser tout ça mijoter. Et ça c'est à la carte? Et ça c'est à la carte de temps en temps, ouais. Bon, quand est-ce que la cuisine est devenue une passion pour vous? Alors la cuisine au début c'était une obligation. J'ai travaillé dans le restaurant gastronomique de mon père à partir de mes 13 ans. Donc c'était une vraie obligation de mes 13 à mes 23 ans. Mais c'est devenu une passion quand j'ai, bizarrement, à mon premier divorce. Le type parle de son premier divorce comme s'il en a eu d'autres. Vous en avez eu combien en fait? Bon, là, je suis sur le deuxième. Mais, ah ouais, mais c'est bon courage. Moi, je progresse. Bon courage. Voilà, la vie est longue. Et donc, premier divorce, j'ai la garde alternée de mes enfants et j'ai réussi à négocier, je les ai tous les week-ends. Ouais. Et donc, tous les week-ends, je me remets à cuisiner pour eux avec une passion folle. Ouais. Alors, ils aimaient quoi vos enfants? Qu'est-ce que vous leur faisiez de rapide, de simple le week-end? Ah non, mais tout. Tout. Même pas du rapide et du simple. Mais vous les avez habitués à manger des choses différentes? Mais tout, vraiment. Et depuis le début, pour moi, c'est hyper important d'ouvrir. Je suis le parrain de la semaine du goût et la semaine du goût, c'est amener aux enfants justement une initiation à différents types de saveurs et de goûts. Et donc mes enfants, évidemment, ils ont goûté de tout. Oui. Alors vous avez aussi une expérience dans la Silicon Valley. Ouais. Vous vous êtes exporté loin, vous dites donc. Hein. Je suis allé aux États-Unis. J'ai été donc ça c'était pendant mon break hors food où j'avais fait un rejet complet. Je fais le tour du monde, je voyage, etc. J'ai la chance, ma mère m'avait mis dans une école bilingue et donc à cette époque-là, j'apprenais à parler anglais en même temps que français, donc je suis bilingue en anglais et j'avais des cours d'informatique. Et à 14 ans, je programme mon premier jeu vidéo, un Space Invaders. Et donc j'ai une fibre informatique innée. Je suis sur AOL et CompuServe, les ancêtres d'Internet. Et quand Internet arrive, je me retrouve à rencontrer de façon complètement fortuite mon idole, Steve Jobs. Et sur une erreur que je fais, en organisant l'Apple Expo, je me trompe sur un matériau, bref, pour un kakémono. Et toute l'équipe marketing de Steve Jobs dit débrouille-toi, tu lui présenteras toi. Je lui présente, il se trouve qu'il adore ce matériau, il le préfère à celui que son équipe avait choisi. Et à partir de là, j'ai une offre d'emploi et c'est le rêve américain. Et je pars dans la Silicon Valley à Cupertino. Vous êtes parti longtemps? Je suis parti 2 années là-bas et ensuite je suis revenu en France et je suis devenu patron de la boîte française. Ah oui, parce que Steve Jobs, c'est vrai que c'est une figure emblématique, masculine en tout cas. Ouais. Côté femme, puisque cette émission s'appelle Destin de Femmes, Ouais. quelle est la femme qui vous a le plus marqué,
qui vous a aidé, qui vous a ouvert des portes, qui vous a changé, qui vous a montré une autre direction, par exemple? J'ai plein de femmes autour de moi dans ma famille. Ma grand-mère, maman Fanny, qui a cru en moi. C'est dur quand on est gamin et qu'on se cherche et qu'on ne sait pas trop comment réussir à faire des choses. On a une figure paternelle, une figure maternelle, mais ils sont là pour nous encadrer et comme des tuteurs pour nous faire aller droit. Mais on se cherche quand même beaucoup et celle avec qui je discutais tout le temps, mais tout le temps, c'était maman Fanny. Oui. Et c'est drôle, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que je l'appelais maman aussi. Donc c'est assez étonnant. Et j'avais une autre figure, évidemment ma mère, et une autre figure, j'étais élevé par une dame qui s'appelait Fernanda, Nana. Et donc j'avais ces femmes autour de moi qui m'ont permis de croire en moi. Oui. À un moment où j'étais plutôt un gamin turbulent et compliqué. Et donc toutes ces femmes-là étaient incroyablement bienveillantes et m'ont incroyablement aidé. Alors dans le monde réel, quand on imagine une cuisine, quand on imagine un chef, on sait que ça demande énormément d'exigences. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes pour arriver où vous en êtes aujourd'hui? Alors c'était à l'ancienne. Moi j'ai commencé en 81. En 81, on avait des codes et une rigueur qui aujourd'hui ne sont plus acceptables en cuisine. En 81, il y avait alors il y a un outil qui s'appelle le diapason. C'est une fourchette à deux pics. Et j'avais un chef qui passait derrière et qui te mettait un petit coup de diapason pour te réveiller. Ah oui, vous avez vécu ça? Ouais, ah oui. Truc où et vous faisiez rien? Vous aviez le droit de crier? Tu avais ce côté un petit peu de respect d'une autorité, et que cette forme d'autorité, elle était complètement débile. Donc, juste, tu disais que c'était un gros con. Ouais. Mais bon, voilà. Tout a évolué. La cuisine a complètement changé. Elle s'est émancipée. Elle s'est diversifiée. Et heureusement, aujourd'hui, on est à des années-lumière de ce que vous avez vécu, vous. Oui. Ouais. Bon, alors il y a beaucoup de chefs qui sont des chefs hommes, ouais. et maintenant quand même des chefs femmes, hein, notamment certaines qui sont arrivées à être assez célèbres. Pourquoi c'est encore si masculin, le monde de la cuisine? Alors, ça l'est de moins en moins, et tant mieux. Il y a une pionnière qui s'appelait Eugénie Brasier, la mère Brasier. Et elle a été étoilée. Je parle de ça il y a pas mal de temps. Donc ça a été la pionnière de toutes les cuisinières, de toutes les chefs en cuisine. Je pense qu'il y avait une grosse différence à un moment entre la cuisine ménagère et la cuisine de restaurant. Et on a imposé le fait qu'au restaurant, on devait manger complètement différemment d'à la maison. Et donc on a cassé les codes. Et donc en cassant les codes, on a exclu les femmes, je pense, des cuisines. Alors, c'est étonnant parce que maintenant, quand on va au restaurant, on dit que c'est sympa quand c'est comme à la maison finalement. Quand on se sent comme à la maison, c'est ça. Quand on se sent comme à la maison, pas forcément quand on mange comme à la maison. Après, il y a des femmes en cuisine qui sont exceptionnelles. Claire Etzler, une des meilleures pâtissières au monde, c'est une femme en or, mais vous avez déjà travaillé avec elle? J'ai travaillé avec elle, je l'adore. Amandine Chéniaud, on a Stéphanie Lequelec. On a évidemment Pic, la dame de Pic, c'est Dominique Crène. Et alors elles arrivent à se faire respecter en cuisine? Complètement différemment, mais tout a changé. En réalité, on n'est plus. Les gens ont confondu le Oui Chef comme une marque de soumission, où il fallait avoir une forme de respect imposé. Tout ça, c'est parce que ça découle d'un militaire qui s'appelait Auguste Escoffier qui a créé le principe de la brigade. Oui. Mais la réalité, c'est que le oui chef, il sert juste à dire « j'ai entendu ». Et donc, on se retrouve maintenant dans des cuisines où il y a beaucoup moins de bruit, il y a beaucoup moins de cris. Et donc, que ce soit un homme ou une femme qui disent pour la 8, envoyer tac, 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 on va réentendre le oui chef, souvent comme un écho. Vous êtes encore en cuisine, vous? Moi, je suis encore en cuisine, évidemment. Ouais. Et on vous dit oui chef? Et on me dit oui chef, on m'appelle chef, c'est la fierté de ma mère. Elle voulait que je sois avocat ou docteur. Et c'est encore mieux parce que quand je croise un président, il me dit bonjour chef. T'imagines? Oui. Mais enfin, c'est quand même merveilleux parce que vous avez fait quand même beaucoup de choses. On a parlé tout à l'heure de la Silicon Valley et puis de votre passion pour l'informatique. On a parlé de la cuisine et où vous en êtes rendu aujourd'hui. Vous êtes aussi un entrepreneur. Ouais. Vous avez des idées plein la tête. Vous arrêtez jamais, vous, hein? Mais
Dans la vérité, si je mens, ils disent la révolution, c'est comme une bicyclette, si elle avance pas, elle tombe. C'est la même chose dans la vie. Moi, j'ai inculqué, donc deux ex-femmes. Attendez, la deuxième, elle n'est pas encore ex. Hein. Vous allez vite en besogne. On est dans le process. Non, mais des fois, on se remet avec l'ex quand même. Hein. Ça arrive. Bon. Tant que c'est pas fait. Bon, en attendant, j'ai une ex-femme et une future ex. It's complicated, le truc Facebook. Elles m'ont donné 3 filles. Donc pendant longtemps, en égyptien, on appelle ça le Aboul Banat, le papa des filles. Et le dernier, c'est un petit garçon. Ce que j'essaie de leur inculquer à toutes et à tous depuis le début, c'est le principe de curiosité. Et en fait, le principe de curiosité, il est infini. Parce que le monde est tellement extraordinaire que quand tu es dedans et que tu ouvres les yeux et que tu commences à regarder tout ce qu'il y a autour de toi, bah vas-y, découvre, laisse parler ta curiosité. Donc tu ne vas pas avoir une vie, tu vas avoir plusieurs vies. Tu vas pas avoir un métier, tu vas avoir plusieurs métiers. Mais là, lequel vous plaît le plus en ce moment? Je suis toujours ancré. Et vous arrivez à gérer votre emploi du temps pour faire les 3, tout ce que vous aimez en même temps? Ouais. Gérer votre divorce, les gosses, courir à la campagne. Ouais. Ah ouais. Les gosses, c'est en fait... j'avais vu un truc de Harvard, je crois, un type qui expliquait les gros cailloux, les petits cailloux, le sable et l'eau. Et en fait, il disait voilà, on a un jar et à côté qui est vide, et à côté j'ai plusieurs jars, un avec des gros cailloux, un avec des cailloux, un avec des graviers, un avec du sable et avec de l'eau. Et il demandait à tous ces étudiants, est-ce que vous pensez que tout rentre de ce jar-là? Ils ont commencé à faire des calculs, non impossible, le volume de ça plus le volume de ça. Et le type, il a dit, regardez ce qu'on va faire. Il démarre par les gros cailloux. Ensuite, il met les cailloux qui s'immiscent et qui s'interstissent dans les gros cailloux. Ensuite, il met les graviers qui vont trouver leur place. Ensuite, il met le sable qui est encore plus fin. Et ensuite, il met l'eau pour terminer. Ouais. Et il en garde un petit peu parce qu'il est déshydraté. Et en réalité, il explique que ça, c'est comment est-ce que dans ta vie, tu vas identifier les choses les plus importantes et que tu vas les mettre en premier. Et si tu les mets en premier… Alors dans ces cas-là, tout fonctionne. Tout le reste va pouvoir… C'est une question de priorisation des choses. Mais ce que vous me dites là, c'est quand même la vie d'une femme, de pouvoir tout allier, c'est-à-dire les enfants, la famille, le travail, la vie professionnelle. C'est un petit peu maintenant, j'ai l'impression que cette fameuse charge mentale dont on parlait beaucoup pour les femmes, les hommes, surtout quand vous êtes divorcés, vous commencez aussi à comprendre ce que c'est, j'ai l'impression, non? Ouais, alors moi j'ai toujours été pour la répartition des tâches. J'ai jamais laissé ça. En revanche, à mes femmes, le côté organisationnel… Ça fait un peu phallocrate de dire mes femmes quand même. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu… C'est limite polygame, quoi. Arrête. On en parle du Jonathan non, mais c'est merveilleux. Ouais, parce que je t'ai confondu avec Jonathan Cohen. Attends, ça va, je t'ai pas choisi le plus moche. Jonathan d'abord, ensuite phallocrate. Merci, ça fait plaisir d'être là. Tout sauf ça. Vraiment, tout sauf ça. Non, moi c'est moi qui fais à manger à la maison, c'est moi qui fais les courses, j'amenais les enfants à l'école le matin, un coup sur deux. On est vraiment sur le moment où on se dit… la répartition des tâches, c'est ce moment-là où un jour elle va arriver et elle va me dire je suis à plat. Et là je vais lui dire je prends le relais. Ah ouais. Ou inversement, je vais lui dire là j'ai passé une journée cata, et elle va me dire on prend le relais. Et donc vraiment je pense, mais je suis un grand spécialiste, tu vois, de foirage. On dit jamais 203, peut-être que la troisième ça sera la bonne. Peut-être que ce sera la bonne, mais je me dis qu'il faut équilibrer. Et effectivement, en revanche, l'organisation, je suis largué complètement. Et moi, dans mon travail, j'ai 3 femmes qui sont avec moi. Ah, ça c'est important ce que vous dites. Elles sont plus organisées que les hommes? Mais 1 milliard de fois plus organisées. Elles arrivent à vous gérer votre journée, à savoir exactement où il faut être et quand. Et ça, les hommes, non. Vous avez essayé? La réalité, c'est que c'est très compliqué, je pense, d'être dans le moment, comme là on est dans le moment, et en même temps d'anticiper ce moment et de le planifier et de le prévoir. En tout cas, moi, je ne réussis pas. Je peux être dans ce moment-là ensemble et être là 100% avec toi, mais tout le truc avant… l'organisation, tout ce qu'il faut… Tout ça me tue la tête. Mais je comprends. Et elles sont imparables. Ouais. Alors moi, j'aimerais quand même qu'on revienne à ce problème de cuisine là. Il n'y a quand même pas encore la parité,
dans les cuisines. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir plus de femmes? Alors, dans mes cuisines, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans toutes les cuisines de Ouais. France? Non, dans les miennes. Ah, dans les vôtres, Ouais. d'accord. C'est lié beaucoup à la formation. Oui, Sur la filière pâtisserie, il y a plus de femmes que d'hommes, oui. beaucoup plus. Sur la filière cuisine, il y a plus d'hommes que de femmes. Sur la filière traiteur charcuterie, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc en fait, c'est vraiment un équilibre. Je pense que c'est juste lié à la formation et à ces forums où on devrait expliquer tout ce qu'on peut faire. Ce qui n'empêche que Sonia Bichet, meilleur ouvrier de France, poissonnerie. Oui, oui, c'est bien. Exceptionnel. C'est exceptionnel, bien sûr. Mais et- vous êtes engagé quand même dans une cuisine qui est beaucoup plus responsable. Pourquoi vous avez choisi ce créneau-là? Parce qu'aujourd'hui, tout a évolué. Avant, on nous demandait de faire que du savoureux. Aujourd'hui, on demande en plus de faire du sain. Donc, il faut que ce soit moins salé, moins sucré, moins d'huile. J'ai une intolérance au gluten. C'est donc, nouveau qu'est-ce tout que je ça, fais? c'est vrai. Tout ça est complètement nouveau. On demande à une chef ou à un chef de devenir presque diététicien, nutritionniste, d'intégrer des problématiques contemporaines. Et puis, il y a une autre problématique qui est arrivée, qui est la problématique qui est essentielle post-Covid, le sens. Il faut que ça ait du sens. Les jeunes, aujourd'hui, ils ne vont pas aller dans n'importe quelle société quand ils cherchent du travail. Ils vont essayer de comprendre si cette société, elle a un impact et si elle a du sens. C'est la même chose en cuisine. Qui produit, comment il produit, où il produit, quelle saisonnalité, comment il est rémunéré, est-ce que tout ça fonctionne? Et si cette équation est bonne, ben là, on fait une cuisine responsable, mais naturellement. Ouais, en tous les cas, moi, Grégory, ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes un petit peu aux endroits où il faut être, parce que c'est vrai qu'on parle de cette cuisine responsable qui est complètement nouvelle et qu'on trouve maintenant partout. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire un livre? Est-ce que vous avez peut-être des projets d'une émission de télévision pour justement partager votre expérience et puis finalement expliquer que oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est exact. L'alimentation est réellement en train de changer, hein. Mais c'est en train de changer. J'ai fait il y a quelque temps un programme à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis, pour les jeunes adultes en oncologie, donc atteints du cancer. Et j'ai transformé l'alimentation, finalement, pas que pour eux, pour tout l'hôpital. Et là, c'est nouveau. La semaine dernière, j'ai Cochin qui m'a appelé. Oui. Et donc, c'est eux qui sont venus vers moi en me disant, on aimerait que vous nous aidiez à transformer le déjeuner du dimanche pour nos 7000 patients, parce que Cochin sert Necker et d'autres hôpitaux. Et Mais ça va leur changer la vie, parce que quand on voit ce qu'on mange dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est pas top, hein. ouais, et ils font. Mais ce qui est génial et ce qui est à noter là-dessus, c'est l'effort qu'ils font à dire on va aller vers un chef et on va lui demander de nous accompagner. Et ça, c'est canon. Des idées d'émissions de télé, j'en ai 12 000 évidemment là-dessus, Oui. autour du bien manger. Et le livre? Et le livre, il y en a un qui sort bientôt. Alors qui c'est quoi? C'est s'appelle- des recettes de cuisine? C'est des recettes de cuisine, il s'appelle Yalla, Ah, comme un de mes restaurants. oui. Et il sort le 16 mai. Voilà. Et là, des recettes de cuisine qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous, Bah oui. qui viennent de votre famille? Cuisine Levantine, qui Oui. vient de ma famille, de ma belle famille. Je suis resté très 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 proche. Mon ex-femme est ma meilleure amie aujourd'hui. Et sa famille est ma famille. Ils sont à moitié égyptiens, à moitié grecs. Donc j'ai eu le droit à toute cette cuisine levantine exceptionnelle, plus une partie de la cuisine israélienne, plus... Mais il y a des choses rapides à faire quand même, parce qu'on a toujours l'impression quand on achète ces livres de cuisine, que comme vous m'avez dit tout à l'heure, le pot-au-feu, ça a l'air simple, mais non, finalement, c'est hyper dur à faire. Est-ce que vous avez des recettes simples, faciles, efficaces à faire quand on rentre du travail le soir et avoir un goût super signé Grégory Cohen? Alors il y en a plein. Ah, Mais ce que j'ai fait dans tous mes livres de cuisine, c'est que j'ai pas fait des livres de chef. Toutes mes recettes, je les passe à un panel qui les teste. Donc des gens qui ne savent pas forcément cuisiner et ils testent toutes les recettes. Et toutes les recettes sont testées, validées et donc complètement réplicables. Ce qui fait que c'est un livre de cuisine. Alors ça paraît débile de dire ça, mais en réalité, tu as plein de livres de cuisine où tu peux pas faire les recettes. c'est ça? C'est, Mais oui. Et il y a même, alors ils ont même un thème pour ça. Ils appellent ça les table books De des livres, cuisine, de en fait. cuisine. Ouais. Et en fait, je me retrouve avec un livre que j'avais acheté qui était sublime d'un chef que je connais. J'ouvre le truc, je vois la photo. Tu et je dis, compte tiens, à peu ça, près, c'est pas 18 mal. ingrédients. Ah ouais. Et là, je prends la recette et je vois qu'il y a 9 ingrédients. Et je l'appelle, je dis, excuse-moi, mais comment ça se passe? Comment on fait
pour faire la même truc alors que c'est pas les mêmes. Il me dit ouais mais tu sais c'est des table book machin. Et je dis bah ouais mais bon voilà. Donc non moi c'est. Donc imaginez-vous l'interrogation que vous avez eue. Alors imagine-nous quand on rentre tard du travail et qu'on prend un livre de cuisine et qu'on se dit bon, on va faire un truc super tu le mets rapide. dans ta bibliothèque c'est tout. Bah voilà. C'est juste un joli livre quoi. Ouais. Donc on attend ce livre-là avec impatience. Avec plaisir. On va alors quoi comme recette là? Dites-nous en avant-première. On a de tout. On a le baba ganoush donc c'est un caviar d'aubergine. On a la salade sabi, on a comment faire des pitas, on a comment faire un agneau de 7 heures, on a les taboulés, on a les keftas, on a les spanakopita. Bon, vous nous avez donné l'eau à la bouche. Si on veut venir manger chez vous, il faut aller où alors? Alors à One Place, à Rungis, c'est juste aux portes de Paris, c'est à 5 minutes de la porte d'Orléans et c'est direct avec la ligne 14. Et là, il y a 5 restaurants. Il y a Yalla, il y a Bella Gigi, italien, il y a Schmatz, délicatessen, il y a Mademoiselle Chang, asiatique, et il y a Lily and the Moon, le healthy végétarien. Et tout ça, c'est vous qui avez fait? Tout ça, c'est moi, mes équipes. Et vous êtes capable de cuisiner italien, japonais, grec, israélien. Vous êtes capable de cuisiner avec la même intensité, avec le même amour, toutes ces cuisines qui viennent du monde entier. Ouais. Et de la gastronomie aussi, et de la haute gastronomie. L'idée, c'est quand tu commences à 13 ans, tu te crées une bibliothèque de saveurs et tu apprends à cuisiner comme tu peux apprendre une autre langue. Donc c'est inné. Ensuite, les voyages, la curiosité fait que tu vas découvrir tel produit, tel autre produit, tel autre produit. Et ensuite, ton imagination fait que en assemblant ça avec ça, ça donne ça. Et voilà, donc la technique, tu l'as. Vous n'avez pas une petite préférence quand même? Moi, franchement... J'adore mon séjour aux États-Unis, j'étais fan de pastrami et de corned beef. On fait notre pastrami, on fait notre corned beef, on fait notre saumon fumé. Des bagels, j'avais jamais trouvé de bons bagels. On a fait notre recette de bagel. L'italien, c'est l'italien. J'ai fait mon test ADN. Ah. Alors, moi j'étais persuadé d'être 99,9% juif séfarade. Et en fait, je suis que 60%. Ah, alors dans les 40%, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, j'ai de l'italien, 16% d'italien. J'ai de l'Asie, donc je suis asiatique, Asie mineure, hein, donc c'est plutôt vers la Turquie, Perse, Turquie, etc. J'ai de l'Europe de l'Est. Voilà. Certainement la Pologne, la Russie, on ne sait pas. Voilà. À chercher, c'est à voir. C'est un peu Marco Polo en fait. Oui, mais en tous les cas, ça fait un beau mélange. Ça fait un mélange en tout cas. Merci beaucoup Grégory de votre spontanéité et d'avoir accepté de venir nous voir aujourd'hui dans Destin de Femme. Eh bien, merci beaucoup. Alors merci beaucoup pour cette émission. Nous avons vécu beaucoup d'émotions. Vous nous avez offert de belles immersions dans votre parcours. La cuisine, c'est avant tout une histoire de transmission, de partage et de passion, parce que derrière chaque grand chef, eh bien, il y a un souvenir qui répondent à des inspirations et qui deviennent aujourd'hui ces inspirations ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire quelqu'un d'assez, j'ai envie de dire, un électron libre. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Destin de Femme sur notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt. Merci. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.